Ok, ça marche. Ce que je propose peut-être, c'est qu'on commence peut-être par se présenter de notre côté, je veux dire du côté UTBM, et puis participants actuels et passés à la formation. Alors, je me permets de de prendre la main du coup sur la présentation. Je tiens à présenter mes excuses pour le non-fonctionnement de ma caméra. Donc, je parle visage couvert. Mais voilà, Nicolas Bert, je suis du coup responsable de la formation sur le diplôme d'université qui est en jeu du coup de la présentation ce soir. Euh, alors, je suis enseignant-chercheur en ergonomie à l'UTBM. Et puis, l'idée ce soir, c'est de vous faire une présentation un petit peu sur la formation qui est dispensée chez nous et qui est en jeu depuis un bon nombre d'années maintenant et une nouvelle session qui ouvrira à partir de début mars 2025. Je vais peut-être laisser Samuel se présenter également en complément, si tu veux bien, s'il te plaît. D'accord, volontiers. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Samuel Hamé, en charge de la formation continue et des relations entreprises à l'Université de technologie de Belfort-Montbéliard depuis quelques années. Donc, la formation continue, par opposition à la formation initiale. En formation initiale à l'UTBM, on dispense toutes sortes de diplômes et notamment notre cœur de métier, la formation d'ingénieur, des formations d'ingénieurs en énergie, en informatique, en mécanique et ergonomie. Et donc, c'est ces compétences en ergonomie qui ont fait qu'en effet, il y a pas mal d'années, l'équipe des ergonomes de l'Université de technologie de Belfort-Montbéliard a souhaité monter ce diplôme d'université. Voilà. À mes côtés, au service formation continue, une équipe de 5-6 personnes, dont Christelle, qui gère au quotidien tous les échanges avec les stagiaires de la formation continue, et en particulier ceux du DU en ergonomie. Christelle qui s'excuse de ne pas pouvoir assister à cette visio, elle avait d'autres contraintes en cette fin d'après-midi. Ok, super, merci, merci Samuel. Je permets de laisser la parole du coup aux participants actuels et une participante qui était là l'an dernier dans la formation. Peut-être Élise dire deux, trois mots sur, du coup, sur votre personne, si vous voulez bien. Oui, pas de souci. Bonjour, donc moi c'est Elise Bigal, je suis ergothérapeute depuis environ 20 ans et j'ai fait cette formation donc en janvier 2023, j'ai débuté Mhm. pour finir début d'année 2024. Donc voilà, j'ai suivi tout le cursus et ça m'a permis en fait de renforcer un peu cette position que je commençais déjà à avoir un petit peu dans l'entreprise en tant qu'ergonome. En tout cas, dans l'entreprise où je travaille, j'étais ergothérapeute en rééducation pendant de nombreuses années et puis j'ai bifurqué plus petit à petit vers le pôle plutôt réinsertion pro et notamment dans l'association Comet France qui est implantée dans les centres de rééducation pour permettre le retour à l'emploi des personnes en rééducation le plus précocement possible. Et donc, c'est dans ce cadre-là que j'ai eu besoin de faire cette formation en ergonomie. Très Voilà. bien. Merci Élise. Après, on reviendra un petit peu en fin de ma présentation qui prendra peut-être 10 minutes, un quart d'heure, du coup, de manière un petit peu plus précise sur ce que ça a pu vous apporter. En tout cas, Oui, bien sûr. merci pour ces quelques premiers mots. Nous avons avec nous également Magali. Si on commence par Magali, pareil, si vous voulez donner quelques mots vous concernant, si vous voulez Oui, bien. bonjour à tous. Donc du coup, moi, je fais partie de la promotion de cette année qui a commencé Mhm. en mars et qui se termine en janvier. Je suis ostéopathe en libéral depuis 17 ans et donc j'ai attaqué cette formation en vue de, pourquoi pas, une reconversion professionnelle ou élargir un petit peu mon champ de compétences ou en libéral ou dans un univers salarié, à voir sur la suite du DU. Mais voilà, les choses sont en cours actuellement. Très bien, super. Merci, merci Magali. Et puis nous avons également Marion qui est avec nous cette année. Bonjour tout le monde. Du coup, Marion, je suis en... Donc pareil, hein, la promotion de cette année, et moi, je suis responsable hygiène, sécurité et environnement dans une industrie. Et j'ai Mhm. la fonction aussi, du coup, de référent en ergonomie. Donc c'est pour ça, en fait, que je m'étais inscrite à la formation pour avoir des bases un peu plus... Enfin, professionnaliser un petit peu ce que je faisais déjà, en fait, dans mon entreprise, quoi.
Ok, super, très bien. Eh ben, merci pour ces quelques mots. L'ensemble des personnes qui nous représentent aujourd'hui s'est présenté. Ce que je propose, c'est que je puisse dire du coup quelques mots sur la formation en jeu. Alors, j'ai même préparé un petit plan de la réunion. Bon, l'idée, c'est de présenter évidemment les objectifs du DU, si c'est une formation qui vous intéresse. Vous donner quelques mots du coup sur le programme de la formation, sur ce qui s'y fait actuellement et ce qui sera fait également l'année prochaine. Évoquer les grandes lignes de la démarche ergo, c'est un petit peu le cœur du coup de la formation. Donc vous dire globalement les grandes étapes par lesquelles du coup passent l'ensemble des personnes formées chez nous. J'aurai quelques mots un peu plus en particulier sur le cas d'étude qui est mené au cours de la formation. On va voir un petit peu ce que les personnes cette année pourront expliquer un petit peu leur terrain. L'idée, c'est de pouvoir mettre en place la démarche ergo dans une étude de cas concret sur le terrain. Donc, je reviendrai un petit peu là-dessus. Et puis, quelques informations alors pratiques et logistiques pour savoir un petit peu comment se déroule la formation, sur combien de temps, quels jours dans la semaine, combien d'heures, le fonctionnement de manière générale avec un fonctionnement à distance et deux sessions du coup sur site à Montbéliard. Un moment d'échange, quelques témoignages du coup des personnes actuelles, et puis l'idée c'est de pouvoir répondre à un max de questions que les personnes ici pourront évidemment avoir. Donc si ça convient, alors peut-être, je me permets peut-être de présenter un petit peu du coup la formation en se gardant un long temps d'échange en fin de session si ça convient à tout le monde. Pour présenter du coup ce diplôme d'université, du coup, en ergonomie, le but c'est de vous présenter déjà les objectifs de la formation. Alors ce sont des informations que vous retrouvez du coup sur le site de l'UTBM. Pour dire quelques mots dessus, évidemment, le but premier c'est de pouvoir développer l'expertise de professionnels en ergonomie par la maîtrise du coup de méthodologies et d'outils. Donc c'est vraiment l'enjeu premier de cette formation, c'est de pouvoir du coup apprendre la méthodologie démarche ergonomique, comment analyser un poste de travail en utilisant tout un panel d'outils qui vous permettent du coup de mesurer, d'objectiver du coup des standards ergonomiques pour lesquels du coup on va s'appuyer dans l'idée d'analyser une situation de travail et de pouvoir reconcevoir un poste de travail. Donc, il y a différentes étapes qui sont mises en jeu pour ça. Donc, dans un premier temps, nous verrons du coup les méthodologies de diagnostic ergonomique pour pouvoir du coup faire un petit peu état d'une situation de travail. Alors, généralement, toute analyse ergonomique débute par une demande à un moment donné, un besoin qui est établi parce que souvent il peut y avoir des problématiques d'accidentologie, de maladies professionnelles, etc. Donc, l'idée, c'est de pouvoir formaliser un diagnostic relativement étendu pour pouvoir dégager un petit peu des plaintes et des problématiques chez les collaborateurs. Donc, je reviendrai un petit peu dessus quand on parle de plaintes et de problématiques. J'entends des problématiques d'ordre physique, biomécanique, mais pas que. Ça peut être des problématiques d'ordre social, d'ordre cognitif, organisationnel, etc. Donc il y a pas mal de choses qui sont abordées dans ce sens-là. Et l'idée, c'est de pouvoir objectiver un petit peu un certain nombre de problématiques relevées sur le terrain à travers des outils qui sont validés scientifiquement et dans le monde du travail et qui permettent du coup de pouvoir objectiver un certain nombre de mesures prises sur les postes de travail et puis de pouvoir se référer à des recommandations, à des normes françaises et européennes pour voir si les situations de travail sont bel et bien du coup respectueuses du bien-être des gens ou bien s'il faut pouvoir réaliser des ajustements et des recommandations sur poste. Et pour cela, on passe par des phases dites fonctionnelles à travers des cahiers des charges. Donc l'idée de la formation, si je commence déjà à rentrer un petit peu dans le spécifique, c'est que oui, on fait de l'analyse ergonomique, on fait de l'analyse de poste de travail, et une des particularités du coup que l'on offre dans cette formation à l'UTBM, c'est de pouvoir concrétiser un petit peu ces recommandations ergonomiques en les intégrant dans un cahier des charges dit fonctionnel qui vont venir du coup s'adapter à d'autres contraintes techniques, financières, d'organisation qui peuvent déjà être en jeu du coup dans une organisation. Donc il y a cet aspect-là de recommandations ergonomiques à intégrer du coup dans des contraintes plus large d'organisation. Et évidemment, le but à la fin de la formation, c'est de pouvoir proposer, d'être capable de pouvoir proposer des solutions
des aménagements, des reconceptions de postes de travail pour pouvoir améliorer les conditions sur lesquelles sont en train de jouer les collaborateurs. Au cours de cette formation, il y a un cadre qui est important, du coup, c'est une étude de terrain qui est menée. Alors, il y a tout le penchant un petit peu partage de connaissances, de compétences, de méthodologies et d'outils. Et toutes ces choses-là qu'on voit, du coup, ensemble pendant la formation, du coup, sont mises en œuvre dans une étude de cas concrète. C'est-à-dire que l'on demande à toute personne formée dans notre diplôme d'université de Oui. trouver un terrain d'étude qui puisse permettre de mettre en œuvre cette méthode et ces outils. Donc on pourra en discuter peut-être après, certains auront peut-être des questions, ça peut être un terrain, le terrain peut être l'entreprise pour laquelle vous travaillez et pour laquelle du coup vous réalisez du coup votre formation, ça peut être un terrain annexe, pas forcément l'entreprise dans laquelle vous travaillez, des personnes qui sont en reconversion comme on peut avoir Magali par exemple qui est présente cette année, qui a été chercher du coup un terrain en extérieur. Ça peut être un terrain professionnel, un terrain associatif, il y a plein de choses qui sont possibles. Donc le but, c'est de pouvoir mettre tout ce qu'on va voir ensemble, toutes les acquisitions, les connaissances et les compétences, bah, du coup, les mettre en œuvre sur un terrain concret pour pouvoir avancer ensemble. Il y a un troisième point qui est important dans notre formation aussi, c'est le fait de pouvoir créer des partages d'expériences avec des personnes expertes en ergonomie. Alors, au-delà du fait qu'il y ait un certain nombre d'intervenants très spécifiques sur certaines compétences dans la formation, en psycho, en bioméca, en physio, etc. On organise également du coup des sessions de partage d'expérience avec des experts en ergonomie qui travaillent dans les domaines de l'ergonomie depuis 10, 15, 20 ans et qui viennent témoigner du coup de leur activité sur le terrain et qui viennent partager avec les personnes qui sont en formation de leur activité sur le terrain, de ce qu'ils peuvent rencontrer, les situations rencontrées, les problématiques sur le terrain, un certain nombre d'anecdotes qui permettent comme ça de pouvoir expliquer le travail de l'ergonome. Et l'objectif, c'est de permettre à nos personnes formées de pouvoir échanger sur des problématiques de terrain qu'ils peuvent commencer à voir naître en commençant leur étude de terrain, et comme ça de pouvoir développer un certain nombre d'échanges sur des échanges qui sont relativement libres, et aussi dans l'idée de pouvoir créer un certain réseau vis-à-vis du monde de l'ergonomie. C'est un monde très particulier, entre guillemets. Il y a un certain réseau auquel il faut pouvoir adhérer si c'est un domaine qui vous intéresse. Et puis voilà, donc ces partages d'expérience sont accessibles aux personnes qui suivent actuellement la formation. Et toutes les personnes qui sont passées les années précédentes dans notre formation, du coup, sont invitées chaque année à suivre ces nouveaux partages d'expérience. Donc, l'idée, en tout cas, c'est de pouvoir garder une certaine dynamique liée à l'ergonomie, même une fois que la formation est terminée, à soi évidemment, ce n'est pas obligatoire, mais les personnes peuvent rester du coup dans l'échange avec nous, membres de la formation, et puis des experts professionnels de tout domaine. Voilà sur les objectifs de la formation. Quelques points sur le programme. Alors la diapo est relativement chargée, c'est juste pour que vous puissiez avoir une idée de ce qui peut être fait. Donc vous avez pas mal de choses qui sont forcément liées dans la partie diagnostic sur le fonctionnement du coup de l'homme au sens large. Donc ça va être le fonctionnement physique, psychologique, biomécanique, physiologique, etc. Ce sont des choses du coup qu'il faut pouvoir avoir connaissance pour pouvoir comprendre les contraintes de terrain pour chaque collaborateur. Donc, on verra comment réaliser un diagnostic ergonomique dans différentes situations de travail, évaluer ce qui va être risques psychosociaux, ce qui va être charge mentale, stress au travail, évaluer tout ce qui va être conditions physiques, pénibilité des situations de travail, tout ce qui va être effort, tout ce qui va être port de charge, ce genre de choses-là. Il va y avoir tout ce qui est lié aux postures, aux gestes. Ça, c'est des choses évidemment qu'on va pouvoir mesurer. Il y a tout un penchant du coup sur les ambiances physiques et climatiques. Donc il y a une session à Montbéliard sur site qui est prévue chaque année tout début juillet dans le cadre de la formation pour apprendre à manipuler des outils comme des sonomètres, des luminancemètres, des caméras thermiques, des dynamomètres, des outils de mesure que l'on vient du coup apprendre sur notre site
et qu'on demande du coup aux participants de pouvoir utiliser sur leur cas d'étude pour qu'ils puissent du coup s'approprier un petit peu le matériel et puis du coup les calculs et les interprétations qui sont faites. Donc un gros programme basé là-dessus, et puis après, quand on avance dans la formation, après avoir vu des outils qui sont de plus en plus précis, de plus en plus objectifs dans l'analyse du poste de travail, on voit dans la formation comment établir un cahier des charges et surtout intégrer des recommandations ergonomiques dans un cahier des charges plus technique, plus fonctionnel, pour éviter, enfin, pour casser un petit peu le côté recommandations ergonomiques qui sont des fois compliquées à intégrer. Et ben, l'idée, c'est de pouvoir les penser dès leur conception, du coup, dans le cahier des charges fonctionnel, pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse les intégrer du mieux possible sur le terrain. Donc, l'idée, c'est de pouvoir reconcevoir également du poste de travail. Donc, il y a des sessions aussi qui sont portées là-dessus, sur des séances de recherche de solutions, d'idéation, de créativité également, pour pouvoir trouver des solutions en faisant participer des collaborateurs directement concernés par le poste de travail. Donc, il y a tout un panel du coup, de méthodes et de connaissances du coup, qui sont enseignées, enfin enseignées, qui sont plutôt, je vais plutôt employer le terme partagé. Il y a un penchant également sur la démarche de prévention, sur l'accompagnement au changement, par exemple. Il y a des experts en psychologie qui interviennent plutôt en fin de formation pour pouvoir donner quelques leviers, partager des théories scientifiques qui ont été prouvées en termes de persuasion, qui peuvent avoir un impact sur comment faire passer des messages de prévention pour amener des collaborateurs, du coup, à suivre un certain nombre de recommandations. Comme j'ai l'habitude à dire, hein, pas de baguette magique pour changer le comportement des gens, mais en tout cas des leviers qui ont fait leurs preuves scientifiquement sur des terrains divers et variés, dont le domaine du travail, et qui peuvent être intéressantes à mettre en œuvre quand on fait de l'ergonomie et de la prévention. Et puis après, il y a tout l'aspect forcément management de projet, communication projet, puis une méthodologie pour pouvoir mener à bien tout ce travail. Vous avez de l'accompagnement par certaines personnes qui font partie de l'équipe à l'UTBM, et puis un certain nombre également de vacataires extérieurs professionnels qui viennent du coup partager leurs compétences métiers. Les principaux intervenants, plus que de m'arrêter sur leur nom, c'est surtout vous donner un petit peu les domaines de compétences dans lesquels ils peuvent jouer actuellement. Donc, il y a beaucoup d'enseignants-chercheurs qui travaillent à l'UTBM. C'est la force majeure du coup des personnes qui interviennent, avec des gens qui sont experts en ergonomie, mais avec des spécificités, que ce soit l'ergonomie physique, l'ergonomie cognitive. Nous avons également l'appui d'un certain nombre d'enseignants-chercheurs en mécanique et en conception qui interviennent plutôt en fin de formation pour accompagner du coup les personnes dans ce côté fonctionnel de la recommandation ergonomique, pour pouvoir la mettre en œuvre, pour pouvoir réfléchir et travailler des reconceptions futures de postes de travail. Donc on en a un certain nombre au laboratoire qui interviennent dans ce sens-là. Nous avons des enseignants plus portés sur la communication, puisque je reviendrai dessus derrière. Pour pouvoir valider le diplôme d'université, il faut être capable du coup de mener une étude et de pouvoir le formaliser dans un mémoire. Il y a une soutenance à réaliser également, je vous en dirai quelques mots, donc des personnes qui vous accompagnent dans ce sens-là. Nous avons des psychosociologues du travail qui viennent un petit peu plus sur le côté risque psycho. Nous avons des gens un petit peu plus profil biomécanique qui viennent du coup partager des outils qu'ils utilisent dans leur boîte. Bon, voilà, il y a plusieurs types de profils. Donc comment ça s'appelle, une formation du coup qui est très orientée du coup ergonomie, mais on n'a pas forcément que des ergonomes qui interviennent. On va beaucoup plus large dans l'idée d'avoir des compétences et un champ de vision relativement large, puisqu'on le verra pour ceux qui suivront peut-être la formation, que dans l'ergonomie, du coup, il y a plein de dimensions liées à l'homme qui sont prises en compte. Et du coup, l'idée, c'est d'avoir un maximum de compétences qui vont dans ce sens-là. Les grandes lignes de la démarche ergonomique, alors sans refaire le cours, notamment pour les personnes qui suivent la formation aujourd'hui ou Élise qui l'a suivi l'an dernier, vous dire un petit peu les grandes étapes qui orientent en fait toute la formation et les 10 mois que l'on passe ensemble quand on fait la formation. Donc globalement, nous avons une première étape dans la démarche ergonomique qui est l'analyse de la demande. Donc, c'est-à-dire que généralement, ergonome, consultant en ergonomie, spécialiste en ergonomie, la plupart du temps, quand on nous demande de faire une étude, c'est qu'il y a souvent du coup une demande initiale, un besoin.
peut-être des problématiques liées à un poste de travail, des accidents, des arrêts maladie, des plaintes, des problématiques. Souvent, l'étude ergo part très souvent de cela. Ce n'est pas une obligation. On peut partir sur papier bleu, enfin sur une feuille blanche, c'est possible, mais la plupart du temps, quand les gens du coup sollicitent du budget, notamment pour faire une analyse ergo, on part souvent sur une demande initiale. Donc généralement, on travaille cette fameuse demande, et sur la base de cette problématique du coup déclarée, on va mettre en place du coup le diagnostic ergonomique. Donc, le diagnostic ergonomique, c'est une analyse de la situation de travail au sens très large. Généralement, il peut arriver que dans l'analyse de la demande, il y ait une problématique qui soit liée, par exemple, j'en sais rien, à un problème de canal carpien sur un poste de manutention, par exemple. Et ben, l'idée, c'est de pouvoir faire un diagnostic très large qui ne s'arrête pas à la manipulation avec les mains qui pose problème, mais d'avoir une vue beaucoup plus globale qui soit liée du coup à de la manutention physique, sociale, cognitive, la charge mentale, l'environnement de travail, organisationnel, etc., etc. Et du coup, pour cela, on vous partage un certain nombre d'outils qui sont standardisés, qui ont fait leurs preuves scientifiquement et sur le terrain, qui vous permettent d'établir du coup un diagnostic relativement élargi de la situation de travail. Donc là, on va être sur des outils dits subjectifs. On va aller voir, on va aller observer les collaborateurs, on va aller les questionner. Ils vont répondre à des entretiens, à des questionnaires, tout un panel d'outils de ce type-là. Et sur la base des problématiques que les gens vont déclarer ou que l'on va observer, on va réaliser ce qu'on appelle une étude ergonomique approfondie. Donc, dans l'idée, c'est de pouvoir, avec des outils plus précis, aller objectiver les plaintes et les problématiques que les gens expriment sur le terrain pour pouvoir voir si du coup, d'un point de vue mesure objective, on est bel et bien dans de la problématique en se référant à des normes, des recommandations françaises ergonomiques qui sont établies aujourd'hui et qui permettent de préciser en fonction des mesures si on est bel et bien dans des situations problématiques. Donc là, on va aller utiliser par exemple, des logiciels d'analyse d'activité, des logiciels pour pouvoir mesurer des angles pour des postures, pour voir si on est trop compliqué, des multiplicateurs de port de charge pour voir si les personnes, en fonction de la manière dont ils portent la charge, la fréquence, etc., du coup, ils portent trop lourd. Comme ça, il va y avoir un certain nombre d'outils. S'ils travaillent dans un environnement bruyant, les mesurer avec le sonomètre, le nombre de décibels que peut générer du coup l'environnement de travail, et aller comparer ça du coup à des normes, des standards ergonomiques qui sont établis aujourd'hui en fonction de l'endroit où on travaille et en fonction du profil des personnes. Donc, dans l'idée, c'est de pouvoir les mesurer et faire des mesures objectives sur le terrain. Et une fois que ces mesures objectives sur le terrain ont été réalisées, l'idée, c'est de pouvoir réaliser des recommandations ergonomiques en proposant, du coup, des seuils d'angle, de décibels, de luxe, de kilos à ne pas porter en plus, à intégrer, du coup, dans un cahier des charges dit fonctionnel. Et sur cette base-là, l'idée, c'est de pouvoir proposer des recommandations, des réajustements, des reconceptions du poste en question pour du coup améliorer le bien-être des personnes qui sont en jeu sur le poste. Voilà globalement les grandes lignes. Je le fais de manière très très courte. C'est ce qui guide globalement toute la formation que l'on suit ensemble. Suit du coup ce plan-là. Donc voilà pour ces quelques mots. Je vais avancer histoire qu'on garde du temps ensemble. Du coup, quelques mots sur l'étude de cas de terrain. Donc, comme je le disais tout à l'heure, il est demandé au cours de la formation d'avoir un terrain, une entreprise, une association, un endroit sur lequel on va pouvoir mener l'étude. Donc, il faut être capable d'avoir du coup des interlocuteurs sur le terrain, des collaborateurs. Alors, ça peut varier. On peut être du coup sur une grande entreprise qui va analyser du coup un service d'une douzaine, quinzaine de personnes, comme on peut être du coup sur un poste sur lequel une ou deux personnes maximum vont jouer. Ça dépend un petit peu. Donc, dans l'idée, ça va de pouvoir se rendre sur le terrain, être en capacité de se rendre sur le terrain. Donc, soit dans le cadre de l'entreprise pour laquelle vous travaillez actuellement, dans ce cas-là, c'est facile. Enfin, c'est facile. Administrativement, du coup, on est OK parce que du coup, vous serez sur votre lieu de travail. Et quand il s'agit d'un terrain extérieur, on passe par des conventions de stage qui nous permettent, nous, de vous assurer quand vous êtes sur le terrain et puis d'être en lien avec votre entreprise. Donc, ce qu'on vous demandera, c'est d'observer, de questionner, d'interviewer, de filmer, de faire de la mesure, du coup, sur les gens qui seront en situation de travail tout au long de l'année, un petit peu. Et puis, du coup, de partager, du coup, le travail, les résultats avec le groupe de travail qui sera formé par les personnes qui vont constituer le groupe.
Pour terminer, quelques informations pratiques et logistiques que vous retrouvez également sur le site de l'UTBM. Donc, pour rappel, nous intégrons des personnes qui ont un bac+2 validé, enfin, en tout cas, ils sont éligibles à pouvoir rentrer dans la formation. On peut avoir alors peut-être Samuel pourra le développer un petit peu après, des validations de niveau. J'ai perdu le terme exact pour pouvoir du coup valider un. C'est comment déjà le terme? Je suis désolé, je l'ai oublié, hein. Validation des acquis, validation des acquis professionnels. Voilà. Des acquis professionnels. Merci, Ouais, merci VAP, pour le terme. Donc ça, on pourra en parler s'il y a des gens qui sont dans ce cas-là. C'est quelque chose qui peut se faire et ça nous arrive de le faire assez fréquemment. Les points importants, donc il faut savoir que pour intégrer la formation, il faut pouvoir du coup remplir et déposer un dossier que certains parmi vous présents aujourd'hui ont déjà fait. Dans l'idée, c'est sur la base d'un dossier que vous déposez, nous réalisons un premier entretien avec vous. Généralement, on est 2 ou 3 du côté UTBM pour s'entretenir avec vous. Et après, nous avons un jury d'admission à la formation qui se réunit pour valider du coup les dossiers qui seront retenus pour la formation. Alors actuellement, nous avons 12 personnes qui sont formées cette année en 2024. Il a été établi que nous ne dépasserons pas ce nombre-là pour la formation 2025. Notre idéal pour pouvoir être efficace et efficient avec les personnes qui suivent la formation, ce serait d'être entre 10 et 12 maximum. Donc forcément, voilà, en fonction des années, en fonction des demandes, eh ben, voilà, il y a une sélection qui est faite sur dossier, sur la base d'entretien, pour pouvoir intégrer la formation. Chose importante, donc la formation se fait à distance, c'est souvent quelque chose qu'on nous demande, donc elle est à distance, mais j'ai envie de dire interactive derrière écran. C'est-à-dire que nous n'avons pas pour habitude d'enregistrer les sessions, de pouvoir les suivre en replay. C'est vraiment du coup de l'interaction derrière écran. Alors, c'est pas écrit là sur mon support, mais sachez que les jours de formation sont arrêtés. Ce sont du coup des mercredis et des jeudis. Donc généralement, on se voit 2 mercredis d'affilée, 2 jeudis d'affilée par mois. Ce qui fait que l'on se voit 4 jours par mois, 2 mercredis et 2 jeudis. Les horaires, c'est les horaires un peu classiques bureau, j'allais dire, de 9h à 17h. Donc la formation est à distance la plupart du temps et nous avons depuis 2025 du coup 2 sessions sur site. Jusqu'à présent, jusqu'à 2024, nous n'avions qu'une seule session. Aujourd'hui, ce que l'on demande, c'est d'avoir une première session de 2 jours à la rentrée sur site, tout début mars. On pourra d'ores et déjà partager du coup les dates du début de formation 2025. Il me semble que ça tombe mercredi 5 et jeudi 6 mars, mais c'est les premiers mercredis et jeudis de mars. Et puis également une session de 5 jours obligatoire sur site pour pouvoir apprendre à manipuler les outils de métrologie. Et cette semaine-là, généralement, est arrêtée. C'est classiquement la première semaine de juillet. Donc de lundi à vendredi sur site à Montbéliard. La formation se répartit sur 40 jours, quasiment sur 1 an. Classiquement, on part de tout début mars jusqu'à fin janvier de l'année qui suit pour pouvoir du coup terminer le travail et soutenir. La validation du diplôme d'université passe par l'évaluation d'un mémoire. Donc vous avez un mémoire à rédiger quand vous voulez, du coup, quand vous intégrez la formation. Pour pouvoir valider le diplôme d'université, il faut être en capacité de pouvoir formaliser un mémoire et de respecter les standards qui sont demandés tout le long de l'année. Et vous avez également associé une soutenance à l'oral, à distance évidemment, pour pouvoir du coup communiquer sur le projet, sur le mémoire que vous avez réalisé pendant quasiment 1 an. Et puis également un examen sur table qui se fait aussi en toute fin de formation pour s'assurer du coup de la maîtrise des outils qui auront été partagés ensemble au cours de la formation. Et puis enfin, j'ai juste positionné quelque chose qui est important, du coup, c'est le prix de la formation. On a 2 tarifs, 7 500 € pour les personnes qui disposent d'un financement et puis 3 750 € pour les personnes qui partiraient sur un financement personnel. Donc voilà un petit peu une présentation un petit peu rapide de la formation et ce sur quoi du coup je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je ne sais pas si Samuel, tu veux peut-être compléter certaines informations que j'ai données. Est-ce qu'il y a peut-être des choses que tu penses peut-être pouvoir compléter?
Tu as parlé des objectifs du programme, tu as donné les informations pratiques. On va avoir des témoignages. Peut-être je C'est pourrais ça? répondre à d'éventuelles questions liées au fonctionnement ou au financement ensuite. Ok, ah bah ça marche. C'est savoir si j'avais oublié quelques infos nous concernant, mais si on est Je ok, crois pas. c'est parfait. Et puis, alors, dans l'idée, effectivement, ce qui serait bien, c'est que les personnes, avant qu'on passe à la partie question, c'est que les personnes qui suivent du coup la formation actuellement, et puis on peut peut-être commencer par Élise, qui a un petit peu de recul par rapport à la formation, puisse peut-être nous dire ce qu'elle a, en toute honnêteté, ce que vous avez pensé du coup de la formation, ce que ça a pu vous apporter, peut-être ce que vous vous appuyez aujourd'hui sur des choses qu'on a pu voir ensemble. Est-ce que vous voudriez bien dire quelques mots, Élise? Oui. Merci. Alors, la formation, comment dire? J'avais déjà en fait ma position un petit peu en tant qu'ergonome sans avoir la formation d'ergonome, puisque dans mon cursus de base d'ergothérapeute, j'avais un peu abordé ce sujet. Mais il se Mhm. trouve que c'était quand même très très enrichissant de faire cette formation parce que bien évidemment, c'était pas suffisant, ce que j'avais eu de base. Et donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans cette formation, on a les cours, mais en parallèle, on fait l'étude de cas. Et donc, on peut tout de suite appliquer ce qu'on a vu en cours. Et ça permet aussi de mettre en pratique et puis de se projeter sur ce qu'on va pouvoir pratiquer par la suite dans le domaine du travail par la suite de tous les jours. Et donc moi, ce que je pense mettre en pratique, c'est pas forcément l'intégralité de la démarche ergonomique telle que je l'ai vue en formation, parce que Mhm. mon activité ne me le permet pas, parce que je ne fais pas d'études à proprement parler comme un ergonome dans un centre d'études, etc. Parce que moi, en fait, je vois surtout des patients avec une pathologie qui ne sont pas en activité professionnelle au moment où je les vois. Et Mhm. donc, le processus est très long. Je les suis pendant 2 ou 3 ans. Et donc, forcément, je ne les vois pas toujours en activité et donc le début de ma prise en charge n'est pas sur l'étude réelle de leur poste, mais plutôt une étude globale de leurs capacités, etc. Donc en fait, je prends des éléments vus en formation petit à petit et pour en arriver à une étude de poste plus tard dans mon suivi, qui souvent aboutit vers une demande de financement auprès de l'AGFIP notamment pour pouvoir aménager le poste de travail en vue de reprendre. Et bien souvent, mon suivi se termine quand la personne vient de reprendre. Donc, je n'ai pas beaucoup de possibilités de voir les personnes au Mhm. travail. C'est vraiment un travail de collaboration avec l'entreprise, avec la personne et des petits moments de mise en situation euh, un peu factice du coup avec les patients puisque on fait des petits stages, des petites choses comme ça pour aller évaluer. Et du coup, mon étude, elle est très entrecoupée et elle évolue aussi en fonction de la personne, de ses capacités, qui parfois régressent aussi. Donc voilà, c'est très, très fluctuant ma façon de procéder, mais en tout cas, j'utilise effectivement les méthodes, euh, les évaluations, enfin voilà, les bilans que j'ai pu voir en fonction des besoins dans la pratique de tous les jours. Voilà. Ok, super, merci Élise. Je propose peut-être que Magali et Marion, si vous voulez dire peut-être quelques mots sur ce que vous faites enfin sur ce que l'on fait ensemble actuellement. Oui, alors moi c'est Mhm. Magali. Du coup, moi j'ai choisi comme terrain d'étude un cabinet dentaire. Comme dans ma profession, je suis pas en entreprise, donc c'est moi qui est allée toquer aux portes d'un cabinet dentaire pour proposer une étude ergo. Et donc il n'y Mhm. avait pas forcément de problématique au départ. Ça a été creusé avec tous les outils qu'on nous fournit au départ dans les questionnaires pour trouver différentes problématiques, arriver au diagnostic. Et donc, Mhm.
l'intérêt de ce terrain de stage, c'est que, comme disait Lise, en fait, on met en pratique tout de suite ce qu'on voit dans la formation. On arrive avec les questionnaires, on arrive avec des outils pour les mesures. Et donc, là, pour le moment, je trouve qu'en fait, dans la formation, tout est rythmé justement par le déroulé de l'analyse ergonomique avec différents rendus qu'on a en cours d'année qui fait que du coup, on loupe pas, enfin, on se met pas en retard en fait. On suit vraiment une démarche et on est toujours à peu près, je pense, à jour, ce qui permet de construire en même temps notre mémoire qui est le rapport de cette étude ergonomique. Donc pour moi, ouais, on est sur une année de DU assez pratique et, euh, et ouais, très, très intéressante jusque-là. Merci, merci Magali, super. Marion, vous voulez compléter? Alors pour moi, j'ajouterais, enfin moi du coup ma partie c'est plutôt en industrie, donc là pour le coup, Hmm. ce qu'on a vu jusqu'ici sur la démarche ergonomique, en fait, ça, j'avais déjà moi une méthode en interne, mais ce que je voulais c'était quelque chose de validé scientifiquement, ce qui n'était pas le cas, c'était un peu de la bidouille jusqu'ici, et là en fait, enfin le déroulé il est le même, c'est quand même très très concret, ça colle vraiment à la réalité en fait et aux besoins qu'on a après nous sur le terrain quoi, donc comme Magali, enfin plutôt satisfaite hein, jusqu'ici. La démarche, elle est logique, quoi. Ok, parfait, super. Merci pour ces quelques mots. Ce que je propose, peut-être, c'est qu'on puisse prendre un temps pour peut-être répondre à des questions que certaines personnes ont actuellement autour, on va dire autour de cette table virtuelle et auxquelles on pourrait peut-être répondre avec Samuel ou nos participants actuels, des fois, peuvent peut-être plus répondre que nous, j'ai envie de dire. Est-ce que j'imagine qu'il y a certainement des personnes qui ont des questions. L'idée, c'est de ne surtout pas hésiter, parce que généralement, on a un peu tout le temps un peu les mêmes types de questions. Donc, généralement, les questions que vous posez sont partagées par tout le monde. Et on vous laisse prendre la main. Bonjour, vous m'entendez? Très bien. Ok, super. Nicolas Marin, je suis sur le Var, donc je Mhm. suis un potentiel candidat de cette formation. Euh, Oh, oui. On a reçu votre dossier d'ailleurs, non? Si je oui, ne me oui, oui, trompe oui. pas. Il est Ok. complet, ça va? Me semble-t-il. Ok, super. Bon, moi c'était une question par rapport aux mémoires. Je voulais savoir si c'était un mémoire conséquent et qui pouvait bien s'associer avec un rythme de travail que l'on mène à côté du DU, hein, et puis un rythme aussi de vie de famille. Donc voilà, savoir si c'était un mémoire conséquent qui nécessitait beaucoup de travail ou plutôt voilà, si c'était quand même assez abordable avec tout le côté professionnel et familial Bien, qu'on pourrait avoir, quoi. bien sûr. Alors, je peux peut-être me permettre de laisser répondre peut-être Élise, qui a du coup réalisé son mémoire dans sa totalité. Vous voulez nous Oui, dire tout à quelques fait. mots là-dessus? Ouais. Oui, oui, bah alors je peux répondre parce qu'effectivement je l'ai fait. Alors avec Mhm. un travail à 80%, puisque je travaillais à 80% à l'époque, et une vie de famille à côté. Ce que j'ai eu comme chance au travail, c'est que comme j'ai fait mon étude de poste sur mon étude de cas sur des professionnels de l'établissement, j'ai bénéficié en fait du temps sur mon temps de travail pour le réaliser. Donc ça, c'est déjà une grande chance parce que si vous devez aller ailleurs en plus de votre temps de travail, ben voilà, ça se rajoute. Et il se trouve que en plus de ça, mon planning a été plutôt allégé sur mon activité du moment pour que je puisse suivre les jours de formation et avoir du travail personnel. Et donc, ben, moi, je pense que je suis quelqu'un qui travaille quand même beaucoup, Mhm. qui a besoin de beaucoup de temps, qui aime bien les choses bien faites et voilà, qui essaye d'aller au bout des choses. Donc, peut-être que c'est pas le cas de tout le monde et il y a des gens qui peut-être travaillent beaucoup plus vite que moi. Euh, mais je peux considérer globalement à une journée de travail par semaine pendant les 10 mois de formation. Alors, dans cette journée,
de travail, hein, pas de voilà. Sur mon poste de travail, je considère les temps d'échange, d'entretien, les évaluations, voilà, et la rédaction du projet. Ok, merci. D'accord, super. Peut-être juste donner une petite précision par Magali, du coup, qui a une activité indépendante, qui pourra peut-être compléter. Vous êtes en plein dedans, mais peut-être une remarque d'une personne qui est sous un autre type d'activité? Oui, moi, c'est en dehors de mon temps de travail, mais Ouais, je trouve que ça demande, si, ça demande quand même beaucoup. Enfin, ça demande un investissement. C'est sûr que ça sera du temps de travail en plus des heures de la journée, mais voilà. Pour moi, je pense que entre mener le travail au cabinet et la vie de famille, ça laisse quand même encore. Je pense que c'est complètement jouable. Et puis encore une fois, je pense que le mémoire, il s'articule tellement en parallèle vraiment de la formation que le temps de rédaction de mémoire, c'est le compte rendu, c'est vraiment le rapport de l'analyse. Donc pour le moment, le sentiment, c'est que ça se déroule un petit peu euh, de façon très logique et assez fluide jusque-là. très bien, merci Magali, mais Merci. effectivement, quand même du travail à prendre en considération et j'ai envie de dire, vos prédispositions du coup à suivre la formation j'allais dire dans de bonnes conditions justement, ça fait partie des entretiens qu'on peut réaliser ensemble sur les jurys d'admission pour voir un petit peu les conditions dans lesquelles vous êtes, est-ce qu'il y a une adaptation du temps de travail possible ou pas, et qu'on s'assure que vous soyez dans de bonnes conditions. Donc on insiste aussi là-dessus quand on s'entretient ensemble. L'idée, c'est que vous puissiez être dans de bonnes conditions pour suivre la formation, que ça ne vous mette pas en difficulté, sachant qu'il y a forcément du coup une charge de travail qui vient s'ajouter en plus des jours de formation officiels derrière écran. Ok. Alors, je crois que Aurore Mollet avait levé la main déjà depuis un moment, et puis Emma L. Camache a dû nous quitter ou est en train de nous quitter. Elle voulait poser une question sur l'étude de cas et demander quand est-ce que l'étude de cas a lieu. Alors, je ne sais pas si Madame est encore en ligne, si c'est une question qui intéresse du coup d'autres personnes. Le début de la formation commence début mars. Ce que l'on demande, c'est que le terrain d'étude soit choisi, on va dire, quasiment aux alentours du 20 mars, je veux dire, dans la dernière semaine de mars maximum. Il faut pouvoir savoir où est-ce qu'on va réaliser notre terrain d'étude. Et dès avril, il me semble, dès début avril, on part en entreprise pour commencer à observer. C'est quelque chose d'assez rapide pour répondre à la question. Oui, et donc, Madame Mollet, si vous voulez prendre la parole, votre micro est coupé. Oui, bonjour. Écoutez, je voulais vous poser cette question en fait. Ah, Je voulais savoir si au moment où l'on candidate, au moment où l'on vous transmet le dossier de candidature, si on devait en fait avoir choisi donc le lieu pour cette étude de cas. Donc vous venez de répondre, monsieur, à la question. ah oui, alors Merci beaucoup. effectivement, c'est une question importante parce que des fois les gens paniquent un petit peu parce qu'ils n'ont pas le lieu. C'est-à-dire qu'on peut commencer tout début mars sans que vous n'ayez le lieu parce que des fois, si vous ne faites pas l'étude dans votre entreprise, des fois c'est aussi un peu compliqué avant d'attaquer la formation ce que vous allez vraiment faire. Là, je vous donne quelques infos ce soir, mais l'idée c'est quelque chose qu'on travaille et vous êtes accompagné du coup dans cette recherche de terrain. Si jamais vous n'avez pas de terrain en début de formation, il y a du Mhm. temps, il y a des sessions qui sont prévues pour. Donc rien ne sert de candidater avec un terrain, c'est quelque chose qui se met en place tranquillement au tout début de la formation, aucun problème. D'accord, d'accord. Merci, merci beaucoup. Et juste une dernière question, j'en profite, Mhm. comme j'ai Et bien sûr. est-ce qu'il existe un forum, en fait, entre nous tous pour qu'on puisse, en dehors des temps d'échange, en dehors des cours en distanciel, pouvoir échanger entre nous? Est-ce qu'il y a des outils qui sont en Alors, place? je peux même peut-être laisser répondre peut-être Marion ou Magali. Il y a des choses qui se sont mises en place cette année, par exemple. Au sein de notre promotion, oui. Ouais, Des bah choses. oui. Après, interpromo, moi, j'en ai pas connaissance encore, mais Alors, du coup, si j'ai bien. Alors, ce qu'on vous propose, c'est de partager, je veux dire, la base, c'est le numéro de téléphone, et il me semble que classiquement, il y a des groupes type WhatsApp ouais. qui se Oui, Oui. d'accord. créent.
sans forcément qu'il y ait un espace dédié. Après, il y a, comment ça s'appelle, les sessions de partage d'expérience sur les jours de formation auxquels les anciens participants du DU, du coup, sont invités. Ils ne sont pas forcément là, mais ils peuvent intervenir et du coup participer à ce canal pour échanger. Sinon, généralement, c'est quelque chose qu'on ne formalise pas et c'est quelque chose qui se monte assez rapidement entre participants, évidemment. D'accord, de façon Ouais, spontanée. Ok, exactement. Ça se fait naturellement, en fait, hein, oui, avec les d'accord. affinités aussi, les sujets d'études de cas. Enfin, voilà, c'est assez simple. Après, c'est un petit groupe quand même, donc Bien sûr. 10-12 personnes, c'est quelque chose d'assez facile à réaliser sans avoir un outil vraiment bien défini. Mhm. Exactement. Et si je peux ajouter à cela, c'est pour ça aussi qu'on a, à partir de 2025, on a décidé de faire j'allais dire une rentrée physique ensemble, justement pour pouvoir favoriser aussi ces premiers liens, ces premiers contacts. Ça nous semblait du coup important pour pouvoir même bien lancer la formation. Donc dans l'idée, c'est de pouvoir créer quand même une petite dynamique dès le début de la formation et pouvoir lancer du coup les échanges assez rapidement. Mais ça fait partie, c'est quelque chose d'extrêmement important d'avoir une dynamique de groupe. Il y a toujours des gens qui sont plus à l'aise que d'autres dans certains domaines, qui viennent un petit peu en soutien. Et généralement, comme disait Alice, c'est des petits groupes, et c'est des groupes plutôt solidaires, peut-être pas dans leur entièreté, mais en tout cas, il y a des noyaux qui se créent parce que c'est quand même beaucoup d'entraide pour passer du coup cette année. Merci beaucoup. Merci à vous. Oui, puis après, on est un petit peu tous dans la même situation avec le travail à côté, le temps limité. Enfin voilà, il y a vraiment le partage des fois d'un document qui est préparé et puis qui peut être la base et qui peut servir à quelqu'un d'autre. Enfin voilà, il y a vraiment du partage de ce genre de choses aussi. Donc ça, c'est intéressant. Parfait. Merci encore. Et d'ailleurs, dans ce sens-là, pour vous dire un petit peu comment peuvent se dérouler des sessions même à distance, c'est-à-dire qu'on force notamment en début de formation à des petits groupes de travail, malgré le fait qu'on se trouve à distance, il y a possibilité de créer du coup des petites équipes de travail sur les canaux Teams pour du coup pousser au binôme, au trio et au partage. C'est souvent quelque chose qui est délicat en début de formation, quelle que soit la formation, et c'est encore plus délicat quand on est à distance et qu'on ne se voit pas. Donc là, l'idée, c'est d'avoir une session physique dès le début, et puis derrière, du coup, je veux dire, formaliser le travail par deux, par trois, par petite équipe, pour pouvoir justement aussi apprendre à se connaître, ce qui n'est pas forcément évident, notamment à distance. Donc on essaye de pallier à ça. Alors, on a une autre question de Monsieur Ange Guédé, qui a levé la main également. Oui, merci, Monsieur Samuel, de me donner l'autorisation de poser ma question. C'est que j'ai été un peu inquiet quant à la présentation de la formation, notamment quand il était écrit dans l'un des slides que l'objectif, c'était pour développer, comment dirais-je, l'expertise, d'accord, Oui, des professionnels de l'ergonomie. Voilà. Moi, je suis en fait, j'ai un master en RH, donc du coup, je suis un peu inquiet. Je suis pas de l'ergonomie, je suis pas de la santé. Je suis en ce moment HR manager, donc et j'ai envie de donner toute une autre direction à ma carrière, donc pour mes projets futurs. Donc, est-ce que je peux me dire hein, ou espérer que je pourrais être éligible à la formation? Voilà, désolé du fait que la question soit plutôt personnelle, mais bon. Mais c'est une très bonne question. Et puis, plusieurs personnes se retrouvent dans votre cas. Alors, il faut savoir que chaque année, nos promotions, du coup, on a des publics vraiment très, très variés. Alors là, c'est vrai qu'on a des gens, bon, un peu, j'allais dire, du monde de la santé avec Élise et Magali. Après Marion travaille dans le monde de l'industrie. Alors, on a des gens qui sont de tout profil et de tout horizon différent. Et pour ne pas vous cacher, nous aimons, quand nous constituons notre groupe, justement, avoir des profils un petit peu différents. Après, Ok. ce qu'il faut savoir, et ça peut être les enjeux de à certains moments, c'est des discussions qu'on a pu avoir, Marion et Magali pourront confirmer cette année. C'est-à-dire qu'on a des profils très différents, du coup, avec des gens qui ont déjà certaines compétences et d'autres
qui sont là pour apprendre complètement, je veux dire, partir complètement de zéro. Donc, j'ai envie de dire, les personnes qui prennent généralement je veux dire, le plus pendant notre formation, c'est les gens qui partent de zéro, parce qu'il y a pas mal d'outils que certains connaissent de manière plus ou moins déguisée, comme disait Marion. En fait, des fois, ils font un peu de la bidouille à gauche, à droite. Donc, c'est des choses, ça leur permet de formaliser. Et puis, il y en a d'autres, du coup, qui vont découvrir et qui prendront peut-être un petit peu plus de temps, qui auront peut-être un petit peu plus de questions. Mais l'idée, c'est à travers la formation, puis à travers les échanges avec les gens qui ont déjà une petite expérience. Alors après, quand on dit expérience en ergonomie, on n'a personne, je sais presque dire, on n'a pas d'expert en ergonomie qui intègre notre formation. C'est vraiment pour des gens qui travaillent du coup dans le domaine, dans la liste du poste, qui sont souvent sollicités dans ce domaine-là, mais qui n'ont pas forcément d'expérience. Donc en tout cas, l'idée, c'est que vous puissiez du coup monter en compétences sans forcément avoir, forcément avoir des bases en termes de santé, par exemple. C'est pas une obligation. Nous, vraiment, quand on fait nos jurys d'admission, c'est de s'assurer du coup de vos bonnes conditions pour pouvoir suivre la formation, vos motivations, votre engagement. C'est à travers ce genre de choses-là. Mais chaque année, on peut avoir. Je ne sais pas si Marion, Magali, si vous vous souvenez ce que faisait Anne-Claire cette année dans notre promo. Est-ce que vous vous souvenez? Parce qu'elle est totalement en reconversion, pour qu'on ait une idée. Dans l'immobilier, elle s'occupait d'un syndicat de copropriété. Ah, voilà. Et ça va vraiment de ça du coup, à un médecin du travail. Il y a vraiment de tout, en fait. Et c'est ça qui est assez riche aussi dans cette formation. Il y a plein de profils, quoi. Tout à fait. Voilà, effectivement, l'exemple d'Anne-Claire cette année, effectivement, qui travaillait dans la gestion syndicat immobilier. Exactement. J'espère qu'on a répondu à votre question, monsieur. Parfait, merci. C'est bien, c'est confortable. Super. Est-ce que nous avons d'autres questions? Vraiment, n'hésitez pas. Oui, Madame Garriou, je crois bien. Votre micro est coupé. Ah, voilà, super. Ouais, je ne sais pas si vous entendez. Je vais essayer de mettre la caméra. Je ne sais pas si la caméra marche. Oui, moi je suis Céline Garriou et je suis en Nouvelle-Calédonie. Je précise qu'il est 3h du matin et j'essaie de crocher depuis le début pour essayer d'être bien connectée, ce qui n'est pas évident là, ce matin pour moi. Donc moi j'ai une question liée à ma position géographique par rapport au jour de présence. Oui. Et autant le mois de juillet, c'est une organisation que je peux mettre en place. Qui me demande de prendre l'avion, etc. Mais le mois de mars va me poser problème pour ces 2 jours de rentrée. Et je voulais savoir si c'était obligatoire ou conditionnel par rapport à mon projet de candidature pour la formation. Alors, merci pour votre question. On s'est déjà entretenu par téléphone, donc votre profil m'a marqué, effectivement. Merci de nous suivre malgré l'heure locale chez vous. Alors, la session du mois de mars, du coup, comme dit, est fortement recommandée, mais pour des profils spécifiques comme les vôtres, on est d'accord que c'est quelque chose que vous pourrez faire à distance. Il y aura du coup un lien distanciel qui sera créé. En plus, c'est notre première année où on va le formaliser, du coup, la rentrée 2025 en présence physique, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui se sont déjà engagés via des dépôts de dossiers sans avoir eu cette information-là. Donc, c'est pas quelque chose qu'on va imposer et vous n'êtes pas les premiers. L'année dernière, Élise pourra confirmer, on avait 3 médecins du travail qui étaient à Dakar, par exemple. Et du coup, effectivement, une seule venue à Montbéliard, du coup, sera demandée pour les personnes qui sont loin et pour lesquelles ça prend du temps. Et enfin, voilà, économiquement, c'est quelque chose de très engageant. Donc, ce qu'on vous demandera, madame, effectivement, c'est de pouvoir être présente sur les 5 jours à Montbéliard, uniquement. Ok. Bien évidemment. D'accord, merci. Est-ce que nous avons d'autres questions? Oui, de Karine Cognard, je crois. Oui, bonsoir. Donc, moi, je suis conseillère à Cap Emploi. Et en fait, j'aimerais savoir les prochaines étapes. Donc là, c'était la réunion d'information.
Donc, vous parliez tout à l'heure de l'entretien et des jurys. Je voulais savoir un petit peu dans quelle temporalité sur cette fin d'année vont se tenir ces jurys et sur quel timing. Alors, tout à fait. Donc là, aujourd'hui, on fait réunion d'information. Il faut savoir que les dépôts de candidature, les dépôts de dossiers de candidature peuvent être déposés au fil de l'eau toute l'année. Et puis, les entretiens débuteront, j'ai envie de dire, dans les semaines qui seront à venir, parce qu'on a quand même un certain nombre de dossiers qui sont déposés. Samuel, il me semble qu'on a regardé ce matin, on était presque déjà une dizaine, me semble-t-il. Oui, c'est ça. Donc, vous serez, pour les personnes qui vont se positionner, qui déposeront un dossier, vous serez contactés du coup dans les semaines à suivre. Nous débuterons assez rapidement les entretiens, sachant que suite à ces entretiens individuels, il y aura des jurys qui seront organisés après avoir auditionné un certain nombre de candidats pour du coup valider ou non votre participation à la formation au 1er mars. Donc, je pense qu'il faudra qu'on discute ensemble du côté formation continue. Les entretiens débuteront rapidement et des premiers jurys d'admission, à mon avis, auront lieu avant fin 2024. On est quand là d'ailleurs? On est 1er octobre. Novembre, on va peut-être dire que fin novembre, début décembre, on devrait être en capacité de pouvoir déterminer certaines places qui seront validées dans la formation pour mars. Pour compléter, habituellement, voilà, il y a déjà des gens qui sont déjà très engagés, qui ont déjà déposé leur dossier de candidature. Suite à notre réunion et dans les mois qui se rapprochent, le début de la formation, on a pour habitude de continuer de recevoir du dossier quasiment jusqu'à janvier, voire février pour des personnes qui peuvent déposer un petit peu tardivement, qui sont en attente de financement, ce genre de choses-là. Donc, on va dire que le processus entretien-jury va démarrer, j'ai envie de dire, d'ici quelques semaines, mais ça va commencer très rapidement. Très bien, merci. Super, très bien. Est-ce que nous avons d'autres questions? Non, pas d'autres questions. Ce que j'ai pas précisé, pour les personnes qui... alors, il y a certaines personnes là, qui sont présentes dans la réunion ce soir pour qui on a déjà eu des contacts, on a déjà échangé par mail, par téléphone. Pour celles et ceux pour qui on n'a peut-être pas encore échangé directement, ne pas hésiter même à déposer, je pense, dans la conversation de la réunion, peut-être vos contacts, vos mails, si jamais vous voulez être mis au courant, peut-être avoir du coup le support qu'on vient d'effectuer là en replay, si vous voulez avoir d'autres informations, ne pas hésiter. Des fois, c'est des choses qu'on ne pense pas forcément à faire spontanément, à déposer du coup vos mails, soit du coup vous trouverez du coup sur le site de l'UTBM, vous retrouverez du coup mon contact mail et puis également le mail de la formation continue qui pourront du coup vous donner tout un tas d'informations concernant cette formation. Je le précise juste si jamais on coupe dans pas longtemps. Est-ce que nous avons des dernières questions ou est-ce que c'est OK pour tout le monde? Ah, c'est OK. Non, c'est OK? Ça marche? Ouais. Super. En tout cas, n'hésitez pas à revenir vers nous, que ce soit vers le service de la formation continue via Samuel par exemple, ou moi-même. Nos coordonnées sont sur le site de l'UTBM. On reste relativement disponible pour répondre à toutes ces questions. Peut-être vous laisser le temps de digérer un petit peu toutes ces informations partagées ce soir. Et puis, j'ai envie de dire, vous remercier de votre présence et de votre intérêt dans un premier temps. Si on n'a plus de questions, et je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là, si c'est bon pour tout le monde. Merci à vous. OK, merci à vous. Merci beaucoup. Merci Bonne à soirée. tout le monde. Merci beaucoup. Un merci particulier du coup Merci. Merci, au revoir tout le monde. Merci particulier à Marion et puis Magali et Élise aussi pour votre temps. Bye bye. Merci. Super. Maria. Merci beaucoup. Merci. Super.